Il y a eu des réactions intéressantes de toutes sortes de plateformes. D'ailleurs, concernant la couverture du défilé la semaine dernière. Nous l'avons remarqué ici, Alex et moi, mais d'autres aussi. Le gouvernement américain essayait clairement de minimiser la couverture du défilé, comme si cela allait changer quoi que ce soit. Tout d'abord, en ce qui concerne la couverture dont vous parlez, je trouve que, comme vous l'avez dit, les États-Unis en atténuent le ton. De plus, je remarque qu'on entend beaucoup moins les affirmations selon lesquelles toutes les technologies que possède la Chine sont désormais copiées de l'Occident. Je n'entends plus autant cela. Ce n'est plus vraiment tenable, étant donné que la Chine possède toutes sortes de technologies que l'Occident n'a pas. Nous glissons maintenant vers une situation alternative, où les Chinois, voyez-vous, sont ces personnes terriblement intelligentes qui cherchent évidemment à conquérir le monde. Et ils travaillent d'arrache-pied sur toutes sortes de nouvelles technologies sur lesquelles nous devons rattraper notre retard. Alors préparez-vous. Le prochain récit est déjà en préparation, mais il sera encore plus laid que le précédent. Et aussi, je pense toujours que l'Occident ne comprend pas vraiment le message, car si l'on regarde le défilé, vers la fin, il y avait les colombes de la paix, il y en avait, je crois, 50 000 qui volaient, puis des ballons colorés. Le message de la Chine, c'est oui, nous avons des armes puissantes, mais nous aimons la paix. Nous voulons toujours préserver la paix. C'est la priorité. Quand on regarde les rediffusions des différentes séquences, je ne vois tout simplement pas cette partie mise en avant. On parle toujours de telle ou telle arme. Et bien sûr, la marche des soldats était vraiment magnifique, parfaite. Certains ont même dit que cela semblait généré par l'IA. Donc il y a beaucoup de rediffusions, mais je ne vois personne rediffuser cette partie-là. J'ai vu une seule mention à ce sujet, enfouie dans un article des médias ici. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'article parvenait à être sarcastique à ce propos. Il suggérait que les colombes avaient été d'une certaine manière dressées ou endoctrinées. Je veux dire, vraiment, je n'invente rien. Ils ont réussi à transformer cet acte très doux et, comme vous l'avez dit, pacifique, en quelque chose de sinistre. C'était vraiment au tout début du défilé. Vous savez, il faut dire qu'une démonstration de force n'a rien de surprenant, étant donné d'abord, ce qui était célébré, c'était une victoire militaire. N'oublions jamais cela, c'est une chose. Et deuxièmement, compte tenu de la force actuellement déployée contre la Chine. Donc je veux dire, il n'est pas surprenant que la Chine veuille mettre en avant son armée, à la fois pour ce qu'elle a accompli dans le passé et pour ce qu'elle pourrait devoir faire à l'avenir. Cela ne signifie pas que la Chine cherche la confrontation. Cela veut dire que la Chine dit, si vous voulez nous affronter, eh bien nous sommes là, nous ne disparaîtrons pas. Donc c'est un message assez clair. Mais la Chine n'a jamais provoqué de conflit. Je veux dire, compte tenu de ce dont nous allons parler dans l'émission aujourd'hui, des attaques contre le Qatar, contre les Houthis, contre tout le monde. La façon dont on continue à parler de la Chine, qui n'a été en guerre avec personne depuis des décennies, comme d'une menace potentielle, est en réalité assez remarquable. Les colombes viennent de Pékin et des environs, et les participants sont des habitants et des bénévoles. Il existe un club de colombophilie à Pékin, donc les gens prêtent leurs colombes pour une journée environ. Ensuite, les colombes retournent simplement chez leurs propriétaires. Donc, je n'ai vu aucun article, y compris celui que je viens de mentionner. L'article en question n'a certainement rien dit de tel, ce qui bien sûr rend l'affaire encore plus étrange. Oui, oui. Ces propriétaires de colombes, ils sont très fiers d'avoir obtenu un certificat.
Vous savez que leurs colombes ont participé à ceci ou cela. Et apparemment, c'est quelque chose d'assez courant qu'ils font lors des fêtes nationales. Vous savez, la Chine veut toujours projeter une image de paix. Donc, ils utilisent beaucoup les colombes. Et donc, ces propriétaires de colombes, ils connaissent bien le processus. Bref, la BBC est toujours aussi intéressante. Maintenant, quand tu dis qu'ils affirment que la Chine est une menace, c'est un peu comme si... Je trouve qu'ils ne savent même pas comment présenter ça, parce qu'ils disent que la Chine est une menace tout en disant « Oh, la Chine n'a jamais été testée sur un vrai champ de bataille ». Ce qui veut dire que la Chine doit être pacifique. Non? Tu veux tester ses armes? Vous avez mis le doigt dessus. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent dire, en même temps, que la Chine est agressive et dangereuse. Et en même temps, ils veulent affirmer que l'armée chinoise n'est pas à prendre au sérieux parce qu'elle n'a jamais été testée au combat. L'incohérence entre ces deux affirmations ne semble jamais leur venir à l'esprit. Cela fait partie de la façon dont le paysage médiatique fonctionne aujourd'hui en Occident. Autrefois, et je m'en souviens très bien, à l'âge adulte, on trouvait des articles dans les médias occidentaux, certainement en Grande-Bretagne, qui auraient soulevé exactement le point que vous venez d'évoquer. Il y aurait eu, par exemple, un article dans The Guardian, qui était alors un journal très différent, disant « De quoi parlez-vous? Vous parlez d'une armée qui défile magnifiquement, mais qui n'est jamais réellement allée à la guerre. Comment une telle armée pourrait-elle être agressive dans ce cas? » Mais personne ne dit cela. Personne ne soulève jamais ces arguments. Je pense toujours que l'Occident devrait passer plus de temps à vraiment étudier la Chine. Je crois qu'il y a un manque de profondeur, vous savez, une véritable compréhension de la part, par exemple, de la BBC. La BBC faisait une traduction du message de Xi Jinping. Ce que Xi Jinping a dit dans son discours, c'est que le peuple chinois n'a pas peur de la violence et croit en l'autodéfense et l'autonomie. Or, la BBC a traduit cela par « Depuis la porte de Tiananmen, le président Xi Jinping a déclaré que sa grande nation ne craignait désormais plus personne. » Cela paraît donc plus agressif que le message réel de Xi Jinping. Je ne pense pas qu'ils fassent cela intentionnellement. C'est simplement très ignorant lorsqu'ils traduisent ces choses. La langue est très subtile, très nuancée, et ils projettent simplement leur propre idée. D'accord, ça doit être ce qu'il a dit, ne craindre personne. Mais c'est pas exactement ce qu'a dit Xi Jinping. Eh bien, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Je pense qu'il y a effectivement un certain degré de déformation. Je lis ce que dit Poutine à chaque fois qu'il s'exprime. Et j'ai depuis longtemps compris que toutes les traductions de ces propos que l'on voit dans les médias occidentaux sont fausses. Je veux dire, elles sont déformées et manipulées d'une manière ou d'une autre pour donner une impression très différente de ce qu'il a réellement dit. Et il semble qu'il commence à faire la même chose avec Xi Jinping également. Mais pour revenir à votre point précédent, sur le fait qu'ils ne connaissent absolument pas la Chine, vous avez tout à fait raison. Et à quel point est-ce terrible? Nous parlons d'une civilisation qui a accompli tant de choses. Je veux dire, quand je dis, je suis désolé. C'est en fait, dire que la Chine a accompli tant de choses, je veux dire. C'est l'une des plus grandes civilisations. Comme je l'ai fait remarquer à beaucoup de mes amis, la Chine possède une continuité historique qu'aucune autre civilisation ne possède réellement. Le peuple chinois est resté dans la même région. Il a connu un développement continu depuis les premières périodes de peuplement connues dans son pays. On peut trouver des marques chinoises sur des poteries et d'autres objets qui ont plusieurs millénaires. Et on peut déjà voir comment elles annoncent les caractères chinois que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait déjà une personnalité chinoise distincte. Nous tournons le dos à tout cela. Cela ne nous intéresse pas.
Nous ne nous intéressons pas à toutes les choses extraordinaires que les Chinois ont accomplies. Vous parlez de... Comme vous le savez, je m'intéresse à la peinture chinoise. Si vous citez un seul peintre chinois à un occidental, vous obtenez des regards vides. Et cela m'est absolument incompréhensible, étant donné l'importance de la peinture chinoise et à quel point elle est accessible d'ailleurs. Je veux dire, ceux qui imaginent que nous parlons de quelque chose d'inaccessible se trompent complètement. Donc vous avez tout à fait raison. Et je suis désolé, je parle un peu avec émotion maintenant, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est pourquoi notre programme est important. Je pense vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes en Chine qui reconnaissent nos discussions. Et il y avait beaucoup de commentaires disant « Oui, nous regardons Alexander chaque week-end, etc. » Donc il y a beaucoup de gens qui sont très impressionnés par tout ce que tu sais sur la Chine, son histoire et sa culture. C'est juste pour que tu le saches. Eh bien, merci. Merci pour cela. Merci de l'avoir transmis, si je puis dire. De manière générale, je trouve que l'OCS est un grand succès, entre autres choses. Par exemple, Poutine lui-même, d'abord il y a eu l'OCS, puis le défilé. Donc pendant quelques jours, ils étaient tous occupés à rencontrer des gens. Poutine lui-même a eu au moins 10 réunions. Il a rencontré Loukachenko, Erdogan, Kim Jong-un et bien sûr Xi Jinping. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de dirigeants assistent aux deux événements. Pendant les moments intermédiaires, ils se côtoient, discutent entre eux, tiennent des réunions et des échanges. Je trouve ça formidable. Je pense que c'est une excellente chose qu'ils aient organisé cela. Vous avez tout à fait raison. Vous avez absolument raison à ce sujet. Je veux dire, c'est encore un autre point sur lequel je me suis plaint. Je m'en suis plaint dans une émission que j'ai faite sur ma propre chaîne, d'ailleurs, qui, pour diverses raisons, a été particulièrement édulcorée. Pas par moi, mais par les personnes qui gèrent la plateforme. Je ne veux pas en dire plus. Mais j'ai dit, vous savez, l'Inde et la Chine se réconcilient et trouvent une voie à suivre. Et leurs dirigeants se rencontrent et sont heureux d'être ensemble. On pouvait voir qu'ils l'étaient. Et c'est une mauvaise chose? Je veux dire, qu'est-ce que nous sommes devenus pour que deux grandes nations, et il n'y a pas de nations plus grandes au monde que l'Inde et la Chine, trouvent en fait des moyens de régler leurs problèmes? C'est une chose merveilleuse. Et nous, en Occident, sommes bouleversés et effrayés par cela. Donald Trump publie des messages ridicules sur le fait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit d'une Chine sombre et obscure. Quel genre de personnes sommes-nous lorsque nous parlons ainsi? Et tu as tout à fait raison. Je reviens simplement à ce que j'ai dit lors de notre dernière émission. Je veux dire, les réunions étaient organisées de façon remarquable. On pouvait voir que tout était fait pour que tout le monde apprécie. Tous ces dirigeants étaient heureux d'être là. On le voyait dans toutes les interactions, dans toute l'ambiance. J'ai suivi des réunions et des sommets et j'en ai vu beaucoup. J'ai rarement vu des dirigeants aussi détendus qu'ils le sont ici. Et une grande partie du mérite revient personnellement au président Xi Jinping lui-même. Parce que, comme je l'ai dit dans l'émission que nous avons faite la semaine dernière, il n'a jamais commis la moindre erreur. Il a été absolument irréprochable. Et il y a eu ce moment, lors des célébrations de la victoire, où l'on voyait tous les invités arriver. Et il était là avec sa femme. Je suppose que c'est sa femme. Et d'ailleurs, puis-je aussi dire quelque chose? C'était intéressant de voir un dirigeant et sa femme qui manifestement sont très, très proches et heureux d'être ensemble. Car c'est aussi quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, car c'est une affaire personnelle. Quoi qu'il en soit, on pouvait voir tous les dirigeants. On pouvait voir comment Xi Jinping les saluait un par un, un par un. Et encore une fois, il l'a fait de façon remarquable. J'ai vu cela de nombreuses fois.
J'ai assisté à des événements, notamment en Grèce, où cela s'est produit. Je veux dire, c'était irréprochable. Donc bien sûr, c'était une occasion merveilleuse de rassembler des dirigeants du monde entier. Ils étaient tous heureux, ils étaient tous ravis d'être là. Ils ont fait énormément d'affaires ensemble. Quand je parle d'affaires, je le dis dans le bon sens. Certaines étaient financières, d'autres économiques, d'autres encore concernaient la sécurité. Ils ont appris à mieux se connaître. Ils étaient manifestement heureux d'être ensemble. Et c'est à cela que servent les sommets. C'est ça, l'objectif. C'est ce qu'on fait. Pas, vous savez, des mines longues et des gens en colère, et vous savez, des manœuvres constantes pour essayer de trouver des moyens pour qu'une personne l'emporte sur une autre. Je veux dire, c'est ridicule. À propos du gazoduc Sibérie 2, j'ai vu votre émission. Vous avez mentionné qu'au moins une partie de ce gaz était initialement destinée à l'Europe et qu'il est désormais acheminé vers la Chine. Cela signifie donc que ce gaz ne retournera pas en Europe maintenant. Jamais. Jamais. Je veux dire, c'est ce que nous nous sommes infligés à nous-mêmes. Maintenant, j'ai lu quelque part, je pense que c'est probablement faux, je pense que c'est surestimé, mais j'ai lu quelque part que Power of Siberia 2 produira 18% de l'énergie de la Chine. Je suis sûr que c'est exagéré, mais cela fera une différence. Je veux dire, ça augmentera l'énergie de la Chine. Cela facilitera le développement de son complexe énergétique. Nous savons à quel point c'est important pour le développement de l'IA et d'autres technologies de pointe, et à quel point il est important que la Chine investisse dans tout cela. En Europe, nous faisons le contraire. La Russie devait être la source de gaz qui fournirait l'énergie fossile nécessaire jusqu'à ce que nous ayons réussi la transition écologique. Je doute que nous parvenions un jour à mener à bien cette transition. Je suis très pessimiste quant à la manière dont nous procédons en Europe. Nous ne fabriquons pas de batteries. Nous ne faisons rien de ce qu'il faudrait pour que cela fonctionne, du moins pas à l'échelle requise. Et bien sûr, nous ne disposons même pas de l'énergie nécessaire pour y parvenir, même correctement. En tant qu'Européen, cela me déprime beaucoup. Mais le gouvernement chinois, lui, regarde vers l'avenir, et ils l'ont fait. Je veux dire, ils y sont parvenus. Savez-vous que Jesse Waters, animateur sur Fox, a réellement suggéré que le gazoduc sibérien devrait être bombardé? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu le programme. Et encore une fois, vous savez, à ce stade, je vais dire ceci. J'ai peur quand je vois des choses comme ça. Je ne suis plus choqué. Je ne suis plus surpris. Parce que pour le répéter encore, c'est le genre de personnes que nous sommes devenus. Nous sommes devenus des gens comme ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le fait qu'en Occident, la violence politique et le conflit font partie de notre ADN. Eh bien, vous en voyez un autre exemple. On ne construit pas de ponts. On ne construit pas de pipeline. On ne fait pas ces choses-là. Dès que quelqu'un d'autre le fait, on parle déjà de le faire sauter, même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, ce qui, soit dit en passant, n'était pas le cas. Je veux dire, si vous écoutez réellement l'émission, ce n'était pas censé être une blague. Même si cela avait été une blague, cela aurait été absolument inacceptable à dire. Et le fait que cela ait été dit, le fait que ce soit dit sans aucune critique, sans que les gens ne se retournent contre lui en disant « Mais de quoi parlez-vous » Ce dont vous parlez, c'est du terrorisme, tout simplement. Personne ne dit non. Personne n'est choqué. Personne n'est préoccupé. On continue simplement à parler ainsi. Et ensuite, on s'étonne que de plus en plus de pays dans le monde nous tournent le dos. J'ai l'impression que lorsqu'il dit quelque chose comme ça, c'est presque comme un aveu indirect que les États-Unis sont derrière le sabotage de Nord Stream, parce qu'il prend ça à la légère.
Bon, je n'aime pas ce pipeline. Je vais juste le faire exploser. C'est à peu près ce qu'il a admis, non? Oui, absolument. Yes, absolutely. By the way, I should just quickly add. Au fait, je voudrais juste ajouter rapidement, c'est un acte de terrorisme et un acte de guerre. Je veux dire, si les États-Unis se mettent à faire exploser des pipelines dans d'autres pays, entre un pays et un autre, c'est un acte de guerre contre eux. Absolument. Aucune question. Il y a cependant un rapport intéressant. Je pense qu'Albert J. Covey est à l'origine de ce dernier document, ce qu'ils appellent la stratégie de défense nationale. C'est un projet qui se trouve actuellement sur le bureau de Pete Excess. Donc nous ne le voyons pas, je ne l'ai pas trouvé, vous savez, il n'est pas accessible au public, mais il y a un rapport selon lequel certaines de ses principales orientations ont fuité. Et le titre de l'article, c'est dans Politico, dit « Le plan du Pentagone privilégie la défense du territoire national face à la menace chinoise ». Donc, il faut traduire cela. Ce que cela signifie, c'est que je ne pense pas que quiconque croit sérieusement que le territoire américain soit réellement menacé, mais ce que cela indique, c'est qu'il devrait se replier. Probablement à ce stade, ils se rendent compte qu'il devient de plus en plus difficile de contenir la Chine. Donc, ils essaient de dire qu'il faudrait se replier un peu. Est-ce bien ce que je veux dire? I think so. I think so. Je le pense aussi. Je le pense aussi. Je veux dire, il y a environ 8 mois, lorsque Trump est devenu président, et après certains de ses premiers commentaires, Alex Christoforou et moi avons fait une émission sur The Duran, dans laquelle nous avons discuté du fait que certaines personnes dans l'équipe de Trump, et Trump lui-même à l'occasion. Bien sûr, il n'est jamais cohérent car il a une idée un jour, puis une idée complètement différente le lendemain, mais il semblait de plus en plus réfléchir en termes de sphère d'influence, du fait que nous sommes désormais dans une situation où il existe de grandes puissances, et la Chine est incontestablement une grande puissance. Dans ce genre de situation, ce que les États-Unis doivent faire, avant tout, c'est sécuriser leur propre sphère d'influence, c'est-à-dire l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. South America and North America. And North America, by the way, includes Greenland. Et l'Amérique du Nord, d'ailleurs, inclut le Groenland, juste pour que ce soit parfaitement clair. Mais l'idée est de sécuriser leur propre sphère d'influence afin d'être en meilleure position pour rivaliser à l'avenir avec les autres grandes puissances. C'est une idée terrible, pour que ce soit déjà clair. Encore une fois, incroyablement agressive. Et le paradoxe, l'absurdité de la chose, c'est que bien sûr, les Américains parlent eux aussi de sphère d'influence. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Trump va réaffirmer l'engagement de l'Amérique envers la doctrine Monroe et qu'il va même la rebaptiser, sans surprise, la doctrine Trump. Surprise, surprise, the Trump doctrine. Mais la Chine ne s'est jamais intéressée, à aucun moment de son histoire, aux sphères d'influence. Je peux l'affirmer absolument, car comme vous le savez, j'ai lu l'histoire de la Chine. Cela n'a jamais fait partie de l'art de gouverner chinois, à aucun moment. Il y a eu des pays qui ont été sous l'influence culturelle de la Chine, la Corée, le Vietnam, le Japon. Il y a eu ce que les Occidentaux appellent le système tributaire, qui est essentiellement un système de diplomatie et d'échange mutuels, et qui est toujours déformé de toutes sortes de manières que je ne vais pas perdre de temps à discuter dans cette émission. Mais la Chine n'a jamais, à aucun moment de son histoire, manifesté le moindre intérêt pour les sphères d'influence. Cette idée n'existe tout simplement pas là-bas. On voit donc à nouveau le contraste entre la vision chinoise et la vision américaine. Et je veux dire, c'est une idée terrible, car ce que cela signifie fondamentalement, c'est que les États-Unis vont maintenant recommencer à piller, exploiter et dépouiller l'Amérique latine comme ils l'ont fait avant la Seconde Guerre mondiale, et tenter d'utiliser les ressources des continents américains pour renforcer leur propre puissance. Ultimement, bien sûr, afin de contrer la Chine,
qui n'a aucun intérêt dans tout cela et souhaite seulement être, si ce n'est l'ami de l'Amérique, ce qui devient de plus en plus difficile, du moins sa partenaire dans de nombreux domaines. Je suppose que cela explique ce qu'ils font au Venezuela, non? Ils essaient clairement de... Je viens d'apprendre que la Chine a effectivement construit une plateforme pétrolière flottante au Venezuela, donc cela en fait probablement partie. Mais aussi, si leur objectif est la doctrine Monroe, alors ils veulent contrôler l'Amérique du Sud. Et le Venezuela possède d'immenses réserves de pétrole, ce qui est en fait certainement une cible facile pour Trump. Mais voilà le problème. C'est la principale cible. Et c'est précisément à cause de ses ressources. Peu de gens le savent. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'effort de guerre allié, l'effort de guerre américano-britannique, a reposé sur le pétrole vénézuélien. C'est le pétrole du Venezuela qui, en gros, a permis, c'était le pétrole utilisé par la machine de guerre américaine et alliée. Ils veulent donc reprendre le contrôle de cela. Et bien sûr, il n'est pas question que le Venezuela ait des contacts économiques avec la Chine. Il n'est pas censé développer ses ressources naturelles avec l'aide de la Chine. Ici encore, le contraste intéressant se fait avec Poutine. Je veux dire, il parlait de l'Ukraine. Il a dit, écoutez, notre seul et unique intérêt en Ukraine concerne la sécurité. Notre préoccupation est que l'Ukraine ne nous menace pas, n'est pas un danger pour nous. Les relations commerciales et d'affaires qu'elle entretient, y compris une éventuelle adhésion à l'Union européenne, ce qui est d'ailleurs controversé pour d'autres raisons, sur lesquelles nous pourrions revenir, eh bien cela concerne l'Ukraine, ce n'est pas notre affaire. Ainsi, on peut voir que les Russes, que l'on considère toujours comme agressifs, si l'Ukraine préfère commercer avec l'Europe plutôt qu'avec nous, c'est leur affaire. Ce n'est pas la nôtre. Les Américains, en revanche, si le Venezuela possède une plateforme pétrolière venant de Chine, c'est une menace. Si la Chine est impliquée dans le canal de Panama, c'est une menace. Tout ce genre de choses. Encore une fois, cela montre qui sont les véritables fauteurs de troubles dans le monde d'aujourd'hui. Oui, et la Russie n'a jamais eu de problème avec la Chine qui commerçait avec l'Ukraine. Maintenant, il s'agit principalement de produits civils, y compris des drones civils en fait. Et puis, c'est la Chine qui achète les produits agricoles ukrainiens. C'est l'UEMA qui n'achète pas. Elle interdit les importations en provenance d'Ukraine. Donc, en réalité, cela fait partie de l'Ukraine. Je n'ai jamais vu un seul article dans les médias russes qui ait jamais soulevé ce sujet. Je veux dire, vous savez, les Russes sont des Européens et ils partagent en grande partie la mentalité européenne, mais ils en sont tout de même un peu éloignés. La Chine, c'est complètement différent. Comme je l'ai dit, si le Venezuela veut conclure des accords avec la Chine, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Si cela est dans l'intérêt mutuel des deux parties, pourquoi ça devrait-il poser problème aux États-Unis? Mais je pense que le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a, disons, plus de 20 ans, avec l'Irak. Je ne pense pas que les États-Unis puissent facilement s'en prendre au Venezuela, car on voit maintenant que la Chine, la Russie et même l'Iran envoient toutes sortes d'équipements. Je ne sais pas exactement ce qu'ils envoient, mais tout le monde pense qu'ils fournissent des armes au Venezuela. Et même les voisins du Venezuela soutiennent secrètement le pays. Je ne pense pas que les États-Unis auront la tâche facile s'ils attaquent vraiment le Venezuela ou essayent de le prendre. En fait, cela montre, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, et une semaine s'est écoulée, que les États-Unis n'ont toujours pas pris de mesures concrètes. Ils semblent un peu timides. Vous ne pensez pas? Ils le sont. Ils sont très, très timides.
Et cela me fait penser qu'eux-mêmes sentent que la situation au Venezuela n'est pas aussi simple qu'ils l'imaginent. Il y a plusieurs choses à dire ici. Premièrement, il ne fait aucun doute que le monde a radicalement changé depuis 2002. Je veux dire, les États-Unis ne sont plus aussi dominants qu'à l'époque. De plus, le Venezuela n'est pas isolé diplomatiquement comme l'était l'Irak. Le simple fait est que la plupart des pays du monde, y compris la Chine et la Russie, n'aimaient pas Saddam Hussein. Et il y avait de très bonnes raisons pour lesquelles ils ne l'aimaient pas. Donc il y a cette différence. Le Venezuela n'est pas isolé diplomatiquement. Il a de nombreux amis à travers le monde. Et oui, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour aider. Mais bien sûr, le Venezuela est plus proche des États-Unis que de la Chine ou de la Russie. C'est juste un fait. Mais tu as tout à fait raison sur un autre point. Je veux dire, encore une fois, je ne suis jamais allé en Amérique latine moi-même, mais je connais bien l'histoire de l'Amérique latine. Ma femme vient d'ailleurs de revenir du Mexique. Une attaque américaine contre le Venezuela provoquerait une réaction très forte en Amérique du Sud. L'idée que les États-Unis peuvent recommencer à sillonner l'Amérique du Sud comme ils l'ont fait au XXe siècle et que les Sud-Américains vont simplement l'accepter est profondément et catastrophiquement erronée. Quiconque pense le contraire ne connaît absolument pas l'Amérique du Sud ni son histoire. D'accord, parlons du Moyen-Orient. L'Amérique ne peut tout simplement pas vivre sans guerre. Très bien, donc Doha, la capitale du Qatar, est maintenant bombardée. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. C'est une attaque contre Doha, au Qatar. Nous savons qui a fait cela et nous savons qui est derrière. Ce qui me stupéfie, je veux dire, à ce stade, je ne devrais plus être surpris, mais j'ai quand même été choqué, c'est que le Qatar est un médiateur, d'accord? Et ils viennent de bombarder un médiateur. Voilà ce qu'Arnold Petra a publié sur son compte X, et pas mal de gens l'ont cité. Il a dit « Cela devient une marque de fabrique de Trump. Le même modus operandi qu'il a utilisé avec l'Iran est maintenant déployé contre le Hamas, prétendant vouloir s'engager dans la diplomatie comme un piège pour faciliter leur bombardement, ce qui renforce le précédent. S'engager dans la diplomatie avec les États-Unis est désormais pire qu'inutile, c'est fatal. Quel est votre avis? Oui, tu as tout à fait raison. Je dois dire que j'ai été horrifié quand j'ai entendu parler de cela. La première chose à dire, c'est qu'une attaque contre un autre pays et la capitale d'un autre pays est un acte de guerre. C'était absolument un acte de guerre éhonté. Un acte d'agression éhonté d'ailleurs. Donc c'est une ligne rouge qui a été franchie. La deuxième chose, c'est que attaquer des personnes engagées dans la diplomatie viole un tabou qui a été respecté dans toutes les civilisations auxquelles je peux penser à travers l'histoire humaine. C'est vraiment un rejet total de toute retenue. Je vais dire que c'est une telle descente dans la barbarie, et je n'arrive même pas à le concevoir. La duplicité derrière tout cela aussi, exactement, c'était Larry Johnson que tu citais. Exactly, was that Larry Johnson who you were quoting? Somebody who was quoting, drawing people. Quelqu'un qui attirait des gens, les piégeait pour qu'ils baissent leur garde, les réunissait en pensant qu'ils participaient à un processus de paix, dans le but de les tuer. C'est une abomination. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer ce que je ressens à ce sujet. C'est aussi d'ailleurs, et il faut connaître un peu la culture arabe pour le comprendre, une humiliation immense pour l'émir du Qatar, qui est un ami fidèle et un allié des États-Unis et de l'Occident. Non seulement sa propre capitale est attaquée, mais des personnes qui sont ses invités sont également attaquées. Dans le monde arabe, cela est pris extrêmement au sérieux. Et bien, on pourrait en dire bien plus. Il y a aussi des meurtres. Ajoutez le meurtre à cela. You could say so much more. There's murder as well. Throw in murder. 6 people killed or 7 people. 6 personnes tuées ou 7 selon certains rapports. L'une d'elles, un Qatari, membre des forces de sécurité du Qatar, une personne totalement innocente. Autrement dit, il n'est même pas membre du Hamas. Lui aussi a été tué. Je veux dire,
c'est tout simplement un meurtre pur et simple. Encore une fois, mais quel genre de personnes sommes-nous devenus? Et Trump publie, il y a quelques jours, je crois que c'était le 7 septembre, un message très menaçant sur Truth Social, disant, vous savez, nous avons offert au Hamas des conditions merveilleuses pour un cessez-le-feu. Et ils doivent les accepter. Et s'ils ne le font pas, je serai très en colère. Et toutes sortes de conséquences s'en suivront. Et puis cette attaque est menée quelques jours plus tard. Et elle échoue parce qu'aucune des personnes qu'ils ont essayé de tuer n'a réellement été tuée. Des personnes innocentes ont été tuées, mais pas celles qu'ils cherchaient réellement à atteindre. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une excuse vague et hésitante pour s'en distancer. Oh, ça n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement la faute de Netanyahou. On ne m'a pas dit. On ne m'a pas informé. Nous avons essayé d'informer le Qatar à l'avance. Bien sûr, le Qatar affirme que c'est absolument faux. Franchement, c'est honteux. Ce n'est pas seulement honteux, c'est aussi tellement sordide et indigne. Je veux dire, si tu vas te comporter comme un monstre, alors sois au moins un monstre franc, sans honte. Je veux dire, faire semblant de ne pas être impliqué, de ne pas savoir ce qui se passe, puis tu sais, donner une petite tape sur la main de Netanyahou en lui disant que ça ne se reproduira plus. Je veux dire, vraiment. Encore une fois, c'est le président des États-Unis qui dirige son pays, et c'est ainsi qu'il réagit. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer ce que je ressens à ce sujet. C'est l'une des choses les plus honteuses que j'ai jamais vues. Et je dois le dire, nous avons décliné moralement, mais aussi politiquement et juridiquement en Occident, au point que nous faisons ces choses aujourd'hui, et que plus personne n'est choqué, plus personne ne s'en soucie, plus personne ne dit rien. Après ce qui se passe à Gaza, peut-être ne devrions-nous pas être surpris. Eh bien, le Hamas a en fait accepté la proposition qui avait été avancée. Le Hamas a dit oui, et ils étaient censés la finaliser. Je suppose que c'était l'idée. Je pense qu'ils ont été piégés. Ils ont posé des conditions qu'ils pensaient que le Hamas n'accepterait pas. Par exemple, libérer immédiatement tous les otages, y compris les corps des morts, etc. Ils pensaient que le Hamas n'accepterait pas. Le Hamas a accepté, le Hamas a dit oui. Et ils les ont quand même bombardés. Ils ont quand même, oui, essayé d'assassiner le Hamas. Parce que cela n'a jamais été la question. Il ne s'est jamais agi de parvenir à un cessez-le-feu. Il s'agissait d'assassiner les dirigeants du Hamas. Je veux dire, c'est bien de cela qu'il s'agissait au fond. Maintenant, il y a même quelqu'un qui parle de la Turquie comme prochaine cible, qu'Israël, parce que nous savons que les États-Unis leur donnent le feu vert pour faire cela. Alors, est-ce que Israël essaie de déclencher la Troisième Guerre mondiale et de pousser les États-Unis à s'impliquer complètement? Est-ce toujours ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient cela depuis un certain temps. Eh bien, ils l'ont fait. Ils sont en guerre avec tous leurs voisins. Ils ont déjà attaqué l'Iran. Ils occupent actuellement une grande partie de la Syrie. Ils lancent des attaques constantes au Liban. Nous savons ce qu'ils font dans les territoires palestiniens. Ils sont hors de contrôle. Encore une fois, je pourrais utiliser des termes bien plus forts. L'idée qu'ils s'en prennent à la Turquie, c'est de la folie. Je veux dire, si vous connaissez un tant soit peu la Turquie, c'est complètement insensé. C'est un grand pays. Il a une tradition martiale. Je ne vais pas discuter de la qualité de son armée, à propos de laquelle je ne sais presque rien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de s'en prendre à la Turquie, à l'Iran, ainsi qu'à tous les États arabes, d'attaquer le Qatar comme ils viennent de le faire, ils sont complètement hors de contrôle. Les gens cherchent une stratégie derrière tout cela. Et je suis sûr qu'ils ont toutes sortes de stratégies en Israël, à Jérusalem et à Tel Aviv.
Ils ont toutes sortes de plans et d'idées, mais ce ne sont que des rationalisations pour une déferlante de violence à laquelle ils se livrent dans tout le Moyen-Orient, parce qu'ils sentent qu'ils ont les Américains derrière eux, et parce qu'ils deviennent de plus en plus furieux de ne pas parvenir à Gaza et ailleurs, à réaliser ce qu'ils s'étaient fixé comme objectif. Mais du point de vue des États-Unis, j'ai toujours l'impression que toute l'idée au Qatar, il y a 10 000 soldats américains. Je ne savais même pas qu'il y en avait autant là-bas. L'idée, c'est que les États-Unis aiment dire « D'accord, ils nous ont invités à les protéger ». Eh bien, cette fois, à ma connaissance, rien n'a été fait pour essayer de protéger le Qatar. N'est-ce pas? Aucun système de défense n'a été activé, absolument rien. Alors, quelle est la justification de la présence de troupes américaines là-bas? Pour protéger qui? Eh bien, précisément, aucunement j'aurais dit. Si c'est Israël, alors c'est acceptable. On peut bombarder n'importe qui. On peut attaquer qui on veut, non? Donc présence de troupes américaines ou pas? Eh bien, les Israéliens en sont arrivés au point où ils affirment essentiellement avoir le droit de tuer n'importe qui, n'importe où. Je veux dire, vous savez, y compris, oserais-je dire, l'émir du Qatar lui-même. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, mais leur rhétorique est telle que, s'ils décidaient de le faire, plus rien ne les retiendrait. D'ailleurs, tuer les dirigeants d'autres pays était aussi autrefois un tabou. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, on parle d'un monde en guerre avec Hitler d'un côté, Staline de l'autre. Des hommes qui n'auraient guère hésité à commettre les actes les plus extraordinaires et terribles. Mais il y avait alors ce tabou. Les dirigeants ne s'entretuaient pas. Et regardez, ils s'y sont tous tenus. Oui, oui. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a aucune retenue. Nous avons jeté toutes les limites aux oubliettes. Voilà apparemment ce qu'est l'ordre international fondé sur des règles. Nous faisons ce que nous voulons, où nous voulons. Nous ignorons toutes les lois, traditions, normes sociétales et civilisationnelles, les normes humanitaires. Nous les rejetons dès lors que nous choisissons de le faire. Parce que nous avons le pouvoir, nous le faisons. Oui, le Qatar, tout récemment, au début de cette année, a promis des tonnes d'argent à investir aux États-Unis et a offert un avion Boeing à Trump, non? Ça n'empêche pas les États-Unis de faire ce genre de choses. C'est tellement écœurant. Bref, à ce stade, je pense qu'on ne devrait plus être surpris par quoi que ce soit. Y compris, genre, je trouve que c'est une idée folle de bombarder la Turquie, mais à ce stade, je ne veux rien exclure, tu vois? Non, non, vous ne pouvez pas. Comme je l'ai dit, ces gens sont désormais incapables de quoi que ce soit. Et quand je dis ces gens, je ne parle pas seulement des Israéliens d'ailleurs. Je veux dire l'année dernière, les États-Unis ont participé à des attaques militaires sur le territoire de la Russie, une puissance nucléaire. Je veux dire, ils lançaient des missiles sur la Russie. Bien sûr, ce sont les Ukrainiens qui le faisaient, mais nous savons tous qu'ils n'auraient pas pu le faire sans l'aide américaine. Et ils continuent de mener des attaques de drones à l'intérieur de la Russie. Encore une fois, quelque chose qui tout au long de la guerre froide n'a jamais été fait. Nous ne l'avons jamais fait. Les Russes n'ont pas mené d'attaque aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas mené d'attaque contre la Russie pendant la guerre de Corée. Les Américains avaient alors assez de maîtrise d'eux-mêmes pour ne pas mener d'attaque militaire en profondeur en Chine. Et ils ne l'ont pas fait non plus contre la Chine pendant la guerre du Vietnam. Mais aujourd'hui, qui peut être sûr que si nous nous retrouvions dans des situations similaires, de telles choses ne seraient pas faites? Oui, d'ailleurs, l'armée polonaise a déclaré avoir abattu des drones russes dans l'espace aérien polonais.
Quel est votre avis à ce sujet? Parce que la Pologne est membre de l'OTAN et il semble que cela soit toujours lié à la guerre. Yeah, well, it is. I mean, it's absolutely part of the war. Je veux dire, cela fait absolument partie de la guerre. Et je devrais préciser que j'ai vu les débris des drones. Et il n'y a absolument aucun doute qu'il s'agit de drones russes. D'ailleurs, le ministère russe de la Défense a, de façon intéressante, fait un commentaire qui admet en substance qu'il s'agit probablement de drones russes. Quand on regarde ces débris, j'ai fait une émission à ce sujet plus tôt sur ma chaîne, elle n'est pas encore sortie, mais je l'ai réalisée avant la déclaration du ministère russe de la Défense. Les drones en question sont un type de drone appelé drone Garbala, qui n'est pas armé. Il ne transporte pas d'ogive. C'est un leurre, c'est un drone leurre. Donc, les Russes ont mené une grande attaque de drones et de missiles sur l'ouest de l'Ukraine. Les défenses aériennes ukrainiennes sont massivement épuisées. Certains des drones leurres, qui n'étaient pas guidés vers des cibles et n'ont pas été abattus par les Ukrainiens, ont simplement continué à voler et ont franchi la frontière polonaise. Les Russes ont proposé de rencontrer les Polonais pour discuter de cet incident, et je suppose qu'ils vont proposer une compensation. D'accord. Maintenant, le président polonais, il est relativement nouveau, non? Nawrocki. Oui, Nawrocki. Oui, c'est le cas. Tu sens un petit changement de politique. J'ai l'impression qu'il y a... Oui, il y a quelque chose. D'abord, il y a eu un incident il y a peut-être un mois. Il y avait un concert et quelqu'un a sorti un drapeau rouge et noir qui est le drapeau nationaliste ukrainien, tu sais, le drapeau d'Azov, si j'ai bien compris. Et cela a beaucoup énervé les Polonais. Alors ils ont dit à l'Ukraine, vous devez interdire cela. Et quelque chose, je sens que Nawrocki ne veut plus trop s'impliquer dans la guerre en Ukraine, c'est ça? C'est tout à fait exact. C'est exactement ça. Maintenant, je sais, j'ai beaucoup d'amis en Pologne. C'est un pays que je connais d'ailleurs assez bien. Ce qu'il faut dire à propos de la Pologne, c'est que c'est une société bien plus complexe et intéressante que ce que les gens imaginent. Donc, l'idée que tous les Polonais détestent les Russes, par exemple, est une déformation occidentale. Certes, beaucoup de Polonais détestent les Russes, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Et sur le plan personnel, les Polonais et les Russes, parce qu'ils sont tous deux slaves et ont beaucoup de choses en commun, se comprennent et s'entendent plutôt bien. Quoi qu'il en soit, la Pologne s'est trop impliquée dans le conflit en Ukraine, et ils ont commencé à s'en rendre compte et à le regretter il y a environ un an. Et le précédent gouvernement polonais avait commencé à prendre ses distances avec l'Ukraine, mais il a ensuite été remplacé par le gouvernement actuel, dirigé par Donald Tusk, qui a de nouveau réaffirmé l'engagement de la Pologne à aider l'Ukraine. Cela a provoqué une nouvelle réaction en Pologne. Il y a eu les élections, et Nawrocki a remporté les élections. En tant que nationaliste polonais, ce qu'il est d'ailleurs, mais en tant que nationaliste polonais qui considère les intérêts de la Pologne et qui a clairement indiqué que ses intérêts n'allaient pas jusqu'à combattre la Russie pour l'Ukraine. Et il a progressivement commencé. Je veux dire, son élection représente effectivement un changement de sentiment sur cette question en Pologne. Maintenant, le président en Pologne est important. C'est un responsable important. Il n'est pas seulement une figure cérémonielle, mais le pouvoir réside principalement entre les mains du Premier ministre, qui reste Donald Tusk, lequel adopte une position plus ferme. Cependant, la popularité de Tusk est en baisse, et on s'attend à ce que son gouvernement tombe bientôt. Il est donc possible que nous assistions également à un nouveau changement en Pologne. Surtout si les Russes gèrent intelligemment cet incident avec les drones et proposent éventuellement une compensation ainsi que des explications satisfaisantes, que des personnes raisonnables accepteront, même si beaucoup ne les accepteront jamais.
Je veux dire, il y aura toujours des gens pour dire, vous savez, que c'est Poutine, le personnage machiavélique qui envoie délibérément des drones sans ogive en Pologne pour une raison totalement inconnue. Quoi qu'il en soit, si les Russes gèrent bien la situation, cela pourrait même accélérer le processus de désengagement polonais du conflit en Ukraine. Mais nous verrons. Et puis, je me suis toujours interrogée sur cet article 5 de l'OTAN. Donc même si, disons, un partisan radical en Pologne exige « d'accord, c'est une invasion » et demande que l'OTAN intervienne, je ne suis pas sûre que l'OTAN ferait réellement quelque chose. L'article 5 ne dit pas vraiment qu'il faut prendre des mesures militaires immédiatement. Il dit simplement qu'une attaque contre un membre équivaut à une attaque contre tous les membres. Mais quand quelqu'un est attaqué, regardez le Qatar par exemple, rien ne se passe. Donc cela ne veut pas dire que tous les membres prendront automatiquement des mesures militaires, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact. L'article 5 est rédigé de manière bien plus souple que ce que les gens pensent. Et cela s'explique par le fait qu'aux États-Unis, dans les années 1940, lors des négociations du traité de Washington, on a insisté pour que ce soit ainsi. Je veux dire, ils ne voulaient pas prendre l'engagement ferme d'entrer en guerre au nom de la Grande-Bretagne, de la France et des autres États membres de l'OTAN, comme beaucoup de personnes en Europe le souhaitaient. Donc vous avez raison, l'article 5 n'est pas un engagement inconditionnel à entrer en guerre si un pays est attaqué. Et il faut qu'on parle de Kaja Kallas. Tu le sais, non? Elle a prononcé un discours où elle niait pratiquement que la Chine et la Russie aient joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un nouveau sommet dans la bassesse. D'accord, on sait que l'Occident n'a jamais voulu reconnaître les contributions des Soviétiques et a totalement ignoré ce qui se passait en Asie, tu sais, le rôle de la Chine. Mais maintenant, elle essaie carrément de réécrire l'histoire. Eh bien, c'est complètement réécrire l'histoire. Et étant donné le rôle que certains Estoniens ont joué, je ne vais pas dire que c'est le cas de tout le monde en Estonie, mais certains Estoniens ont joué pendant la guerre. Lorsqu'un nombre assez important, disons-le ainsi, s'est enrôlé dans la SS, j'aurais pensé que c'était un sujet qu'elle, en tant qu'Estonienne, voudrait éviter. Mais elle a dit cela, et je dois dire que le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu comme il le fait toujours, de manière très polie, en gros. Mais, comme quelqu'un l'a très bien dit, c'était aussi proche que possible de traiter quelqu'un d'idiot. Pour être franc, Kaja Kallas est, je devrais dire, c'est, encore une fois, en tant qu'Européen, je me sens tellement embarrassé que mon continent et ma sphère culturelle, si l'on veut, soient représentés par une personne aussi stupide. Je veux dire pas seulement stupide, mais parler de cette façon. Et tu as tout à fait raison concernant la réécriture de l'histoire. Cela se produit sans cesse en Europe. Avant même qu'on s'en rende compte, ils vont dire que c'est la Chine ou la Russie qui ont largué la bombe atomique sur le Japon. Absolument. Ne sois pas surpris si on en arrive là. Même ainsi, je pense que la Chine était assez en colère, car ils ont utilisé les mots « s'oppose fermement » et condamnent vigoureusement cela. Donc pour la Chine, c'est assez dur. C'est un langage très fort. Je suis d'accord. Oui, la Chine est assez en colère à ce sujet, et cela montre aussi qu'il est important pour la Chine et la Russie de continuer à organiser ce genre de défilé, vous savez, pour commémorer la Seconde Guerre mondiale. Parce que si on ne le fait pas, toute l'histoire sera réécrite, vous savez, contrôlée par le récit occidental. C'est extrêmement dangereux. Je veux dire, c'est, je pense, ce dont nous parlions dans l'émission de la semaine dernière.
Et c'est l'un des faits les plus intéressants qui ont émergé des événements de la semaine dernière. À savoir cette initiative, vous savez, à la fois de Xi Jinping et de Poutine, qu'ils étaient les deux pays qui ont supporté le poids du combat. Ils l'ont absolument fait. Quiconque prétend ou soutient le contraire est soit un scélérat, soit un imbécile. Et à cause de cela, ils doivent à leurs ancêtres d'agir en tant que dépositaires de la mémoire de ce sacrifice et de ce que les deux nations ont accompli ensemble en vainquant le nazisme, le militarisme japonais, le fascisme et toutes ces choses. Et je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que nous pouvons constater chaque jour qui passe, avec cette tentative incessante de réécrire la Seconde Guerre mondiale qui a lieu, que c'est exactement comme vous l'avez dit, cela devient plus important que jamais. Les Chinois et les Russes l'emporteront ici parce qu'ils ont la vérité de leur côté. De leur côté, oui. Le grand-père de Chrystia Freeland n'était-il pas un nazi ou un sympathisant nazi? Je le pense, mais je ne connais pas toute son histoire. Je sais que d'autres membres de sa famille faisaient partie de l'appareil du Parti communiste en Union soviétique. Ils ont donc changé de camp et se sont déplacés, se comportant de manière profondément opportuniste, ce qui, d'ailleurs, était très courant dans les partis communistes d'Europe de l'Est. La Chine, elle, n'a jamais eu ce problème. Oui, d'accord. Parlons du traité START, qui est un traité de contrôle des armements, de réduction des armes stratégiques nucléaires. C'est un excellent traité. Je pense que c'est bien qu'il l'ait conclu. Peux-tu donner un bref historique de ce traité? Et il va expirer l'année prochaine, n'est-ce pas? Une très brève histoire. Je veux dire, le contrôle des armements entre les États-Unis et l'Union soviétique a commencé à la fin des années 1960, pour être précis, lors d'une réunion que les Soviétiques et les Américains ont eue aux États-Unis, dans un endroit appelé Glassboro, je crois, dans le New Jersey. Et cela a ensuite déclenché toute une série de négociations. Elles ont commencé avec le traité de non-prolifération nucléaire, qui était à l'origine une initiative américaine, soutenue par les Soviétiques. Il y avait déjà eu divers traités d'interdiction des essais nucléaires. Puis, en 1972, il y a eu le traité sur les missiles antibalistiques. Et ensuite, il y a eu le premier traité sur la limitation des armes stratégiques, qui a plafonné le nombre d'armes nucléaires stratégiques que possédait l'Union soviétique et les États-Unis. Et cela a véritablement constitué la base de ce qu'on appelait la détente entre les Soviétiques et les Américains durant la dernière période de la guerre froide. Ce processus s'est poursuivi, il y a eu des hauts et des bas, mais il ne s'est jamais complètement effondré. Nous avons donc eu le traité SALT I, puis le traité SALT II, signé par Carter et Brezhnev. Ensuite, Gorbatchev et, je crois, Reagan ont conclu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui a essentiellement éliminé les missiles d'une certaine portée qui auraient été utilisés en Europe. Puis il y a eu le premier des traités START, les traités de réduction des armes stratégiques, qui ont effectivement réduit le nombre d'armes détenues par les superpuissances. Et gardez à l'esprit que les superpuissances soviétiques et américaines détenaient et détiennent toujours bien plus de 90% de toutes les armes nucléaires mondiales. Ensuite, il y a eu le traité New START, qui a été conclu sous Obama et a encore réduit les arsenaux de missiles nucléaires. C'était donc un très bon traité. Cela signifiait que nous n'avions pas de course aux armements incontrôlée. Mais ce qui a commencé à se produire, surtout après le début de la crise ukrainienne, c'est que l'ensemble du processus de contrôle des armements à l'initiative des États-Unis a commencé à s'effondrer. Les États-Unis se sont retirés du traité sur les missiles antibalistiques. Cela s'est produit sous George W. Bush.
Ensuite, ils se sont retirés du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Et ils l'ont fait parce qu'ils voulaient installer des armes nucléaires de portée intermédiaire à portée de la Chine. Ils souhaitent désormais faire de même à portée de la Russie. Et puis, bien sûr, le traité START est maintenant en crise, car il n'y a eu aucune négociation sur une suite depuis sa conclusion sous l'administration Obama. Il doit expirer en février. Les Russes ont à plusieurs reprises indiqué qu'ils seraient prêts à le prolonger pour permettre plus de temps pour les négociations. Les Américains ont montré peu d'intérêt à ce sujet, et ils ont maintenant compliqué les choses en affirmant que la prochaine négociation doit également inclure la Chine. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir au moins autant, probablement plus, d'armes nucléaires que la Russie et la Chine réunies. Les Russes n'accepteront pas cela, et bien sûr la Chine non plus. Je veux dire, c'est une proposition absurde. Donc si rien n'est fait d'ici février de l'année prochaine, il n'y aura plus ce traité. Il n'y aura plus ce traité, et nous vivrons dans un monde sans contrôle des armements nucléaires. La seule chose qui subsistera sera le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui est déjà en profonde crise, parce que les États-Unis l'ont violé il y a quelques mois, en juin, lorsqu'ils ont, contrairement aux dispositions du traité, attaqué des sites nucléaires civils en Iran. Donc tout le système est au bord de l'effondrement total. Et cela est incroyablement dangereux. Oui, je veux dire, waouh. Et la Chine n'aurait pas comparé à la Russie et aux États-Unis. La Chine en a beaucoup moins, non? Beaucoup moins. Oui. Donc on comprend que la Chine ne veuille pas participer à cela, mais si les deux autres ne font rien, alors rien ne se passera. Le problème n'est pas que la Chine ne s'intéresse pas au contrôle des armements. Je n'ai aucun doute que la Chine serait favorable au contrôle des armements. Ce à quoi la Chine n'acceptera pas, c'est une situation dans laquelle les États-Unis bénéficient d'une supériorité permanente et juridiquement contraignante en matière d'armes nucléaires par rapport à la Chine. Car le risque, dans ce cas, est que les États-Unis acquièrent alors une capacité de première frappe à laquelle la Chine ne pourrait pas répondre. La Chine a toujours clairement indiqué qu'elle ne cherchait pas à posséder autant d'armes nucléaires que les États-Unis et la Russie. Sa position, telle que je la comprends, est qu'elle en aura assez, elle n'ira pas au-delà. Je veux dire, elle ne cherche pas à rattraper les Américains ou même les Russes, mais elle ne se laissera pas non plus mettre dans une situation où elle serait en permanence désavantagée, étant donné l'hostilité des États-Unis à son égard. Donc oui, je pense que si les États-Unis abandonnaient cette idée selon laquelle ils doivent être les premiers, nous pourrions probablement parvenir à une forme de négociation. Mais, bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et l'autre grand problème, c'est que je n'ai pas l'impression que les Américains prennent très au sérieux la question de la prolongation de START 2. Au lieu d'être discuté comme il le devrait chaque jour et d'être un sujet majeur dans les médias, presque personne n'en entend parler. Ceci n'est que mon opinion. Je pense que la position de la Chine sur les armes nucléaires a changé vers 2015. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense qu'avant cela, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Il y avait des discussions entre l'armée américaine et l'armée chinoise. Et l'armée chinoise leur a même dit, « Oui, je sais que les États-Unis peuvent détruire la Chine des centaines de fois. Nous sommes satisfaits de pouvoir détruire les États-Unis une seule fois. Donc, tant que nous en avons assez, il n'est pas nécessaire d'augmenter sans fin le nombre d'armes nucléaires. » Mais je pense que ça change quelque peu, parce qu'en 2015, tu te souviens d'Albert Jacobi? Il a écrit un article. Dans cet article, il s'agit de la stratégie nucléaire. Il a été très clair.
Il a dit que lorsque les armes conventionnelles ne sont plus un avantage pour les États-Unis, il faut absolument envisager les armes nucléaires comme une option viable, et le faire savoir clairement à la Chine. Quand on lit quelque chose comme ça, que ferais-tu? Je veux dire, n'importe qui, à la place de la Chine, ne resterait pas simplement là à attendre, n'est-ce pas? Bien sûr qu'ils vont changer leur stratégie nucléaire. Eh bien sûr qu'ils le sont, surtout étant donné que les États-Unis cherchent constamment à maintenir une capacité de première frappe. Oui. Étant donné que c'est le cas, cela pousse les pays, notamment la Chine, mais aussi de plus en plus de pays à travers le monde, à soit acquérir des armes nucléaires, soit envisager de le faire. Et cela a mené tout le système de contrôle des armements nucléaires, qui, comme je l'ai dit, existe de façon continue depuis les années 1960, non seulement à une crise, mais à un effondrement total. Et cela est incroyablement important et effrayant pour moi, qui ai vécu la guerre froide. Je ne peux même pas vous dire à quel point c'est effrayant. L'une des choses qui était toujours rassurante, chaque fois qu'il y avait une crise entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'était que nous savions au moins qu'ils avaient une certaine maîtrise de la question des armes nucléaires, car c'était la peur ultime. Mais aujourd'hui, cela semble avoir disparu. Et nous parlions plus tôt dans l'émission de ces gens qui n'ont plus aucune retenue, qui ont rejeté toutes les limites. Donc la combinaison de tout cela est extrêmement effrayante. C'est ce que je me dis. Vous savez, regardez ce qui vient de se passer au Qatar. Le Qatar est censé être un allié des États-Unis. Et les États-Unis n'ont rien fait pour protéger le Qatar ou Israël. Et si un jour Israël décidait, pour une raison ou une autre, de larguer des bombes atomiques quelque part au Moyen-Orient? Cette perspective terrifiante devient de plus en plus réelle. Étant donné, comme nous l'avons dit, la voie de la violence qu'Israël a adoptée à travers tout le Moyen-Orient en ce moment, qui peut dire où cela s'arrêtera? Si, par exemple, ils entrent dans un nouveau conflit avec l'Iran et que cela se passe mal, qui peut supposer qu'à ce moment-là, ils s'abstiendront d'utiliser des armes nucléaires? Pour ma part, je ne le peux certainement pas. Oui, personne ne le peut. La seule façon d'arrêter cela, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis ne vont pas le faire. Eh bien, on verra ce qu'il adviendra du traité START. Je veux dire, si celui-ci expire tout seul, il ne se passe rien. C'est vraiment une situation effrayante. C'est quelque chose de très effrayant. Ce qu'il faut faire, je veux dire tout d'abord, il est évident que le traité START doit être prolongé. Et encore une fois, il est très préoccupant que cela n'ait pas été fait. Apparemment, les Russes l'ont évoqué à plusieurs reprises, et Poutine en a parlé avec Trump à Anchorage, mais il semble que Trump n'ait pas été très réceptif, car il ne semblait pas vraiment s'intéresser à la question. Mais ce qu'il faut pour remettre le contrôle des armements sur les rails, c'est une détente générale des tensions. C'est ce qui s'est passé dans les années 60. Nous avons eu la crise des missiles de Cuba, qui a effrayé les superpuissances, et elles se sont dit, « Mon Dieu, nous ne pouvons pas laisser cela devenir incontrôlable. » Ainsi, l'année suivante, nous avons eu le premier traité d'interdiction des essais nucléaires. Cela a ensuite conduit, comme je l'ai dit, à la réunion au sommet de Glasgow aux États-Unis. De là, nous avons eu à la fois la détente, puis le contrôle des armements nucléaires. L'un a suivi l'autre de façon continue. Il doit donc y avoir une détente des tensions. Trump aurait dû se rendre à Pékin, rencontrer les dirigeants là-bas. Il parle apparemment maintenant d'inviter Poutine et Xi à la réunion du G20 en Floride. J'aimerais vraiment voir tout le monde réuni, mais il doit travailler de manière cohérente pour que cela se produise et pour changer l'ambiance politique en Occident, qui dire qu'elle devient hystérique et dangereuse est un euphémisme effrayant.
is a frightening understatement. Je ne fais plus confiance à Trump. Je veux dire, je ne sais pas qui le fait. C'est bien ça le problème. Oui, d'accord. Le gouvernement français vient de s'effondrer. Nous parlions du fait que la Grande-Bretagne avait peut-être de graves problèmes financiers, mais il semble que le gouvernement français ait aussi de sérieux problèmes financiers. Donc, le gouvernement s'est effondré? C'est absolument vrai. Maintenant, je pense que la réalité sous-jacente concernant la Grande-Bretagne et la France est que la France, à certains égards, est dans une position plus forte que la Grande-Bretagne. Elle dispose, si j'ai bien compris, de réserves plus importantes, pas des réserves gouvernementales, mais de l'épargne. Les Français épargnent mieux que les Britanniques. Il y a donc encore beaucoup de richesses en France qui pourraient être utilisées pour stabiliser la situation. Et la France, à certains égards, possède une économie manufacturière plus compétitive que celle de la Grande-Bretagne. Si j'ai bien compris, elle dégage un excédent commercial. Logiquement, elle devrait donc être mieux placée pour traverser cette tempête. Mais ce qui s'est passé en France, comme en Grande-Bretagne, c'est que le pays, la France, a perdu confiance en sa classe politique. Ils estiment que la classe politique en France ne s'intéresse tout simplement pas à la France ni au bien-être des Français. Elle leur demande constamment de faire des sacrifices afin de pouvoir faire avancer ses propres projets, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, l'intégration européenne ou autre. Et le résultat, c'est que nous avons une crise politique en France, parce que les gouvernements français ne s'intéressent pas aux problèmes de la France et ne parviennent pas à construire un consensus en France pour traiter les problèmes de fond qui ne cessent de croître. Et cette crise politique peut très facilement devenir aussi une crise économique. C'est donc une situation très très difficile. Et au centre de tout cela se trouve cet homme extraordinaire, Emmanuel Macron, brillant à bien des égards, très très vaniteux et intelligent, mais pas sage. Et comme tu l'as dit, très vaniteux. Il a une telle confiance en lui, c'est impressionnant. Et même si c'est assez évident, tu sais, penses-tu qu'il peut tenir jusqu'aux prochaines élections? Est-ce qu'il est en sécurité? Ou est-ce que ça commence à vaciller? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression sur lui pour qu'il démissionne ou quelque chose comme ça. Je veux dire, il va bien falloir que quelque chose change. Il doit partir. Je veux dire, l'idée de passer encore une année avec Emmanuel Macron à ce moment-ci est tout simplement effrayante. Je crois que la France a eu 4 ou 5 premiers ministres au cours des 12 derniers mois, ou est-ce 24 mois. Bref, nous sommes dans une instabilité totale en France. La popularité de Macron est tombée à 15%. Je veux dire seulement 15% des Français le soutiennent. Je suis moi-même surpris que ce chiffre soit encore aussi élevé, pour être franc. Le fait est que plus il reste président, plus la situation politique en France devient instable. Parce que tout ce qu'il propose, tout premier ministre qu'il présente, sera rejeté, car les Français sont écœurés par lui. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est démissionner. Il peut y avoir des élections à la fois pour la présidence et pour le Parlement. Il est plus que probable qu'elles seront remportées par le parti de Marine Le Pen. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un fan. Il y a énormément de choses chez Marine Le Pen que je n'aime absolument pas. Idéologiquement, je ne suis pas du tout proche d'elle. C'est même tout le contraire en réalité. Mais au moins, en ce moment, elle pourrait peut-être obtenir une majorité et donner à la France un gouvernement. Et alors le gouvernement pourra commencer à agir. Et alors, nous pourrons voir le retour d'une véritable vie politique en France, un gouvernement et une opposition, et peut-être qu'un certain degré de bon sens et d'équilibre
pourra être rétablie face aux problèmes. Ce que je dois reconnaître à Le Pen, c'est qu'au moins elle comprend que les problèmes de la France se trouvent en France. Et je pense qu'elle est bien plus préoccupée que Macron par la résolution de ces problèmes en France. Alors que Macron parle, de manière grandiloquente, de politique, d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, des partenariats de la France avec des pays asiatiques, toutes sortes de choses qui sont très éloignées des besoins quotidiens et des réalités du peuple français. Maintenant, en parlant de la succession des premiers ministres, vous savez, ces changements si fréquents, le premier ministre japonais démissionne également. Le Japon fait face à certains défis, notamment le problème commercial avec les États-Unis. Mais j'ai l'impression que ce premier ministre est resté en fonction moins d'un an. On ne peut pas tout lui reprocher. Il y a donc aussi un problème sous-jacent au Japon, n'est-ce pas? Ils le sont en effet. Et je vais dire quelque chose. Je pense que c'est à certains égards une évolution inquiétante. Parce que ce que je comprends, et encore une fois, je ne suis pas un grand expert de la politique japonaise, c'est que le parti dominant là-bas, le Parti libéral-démocrate, est en train de se diviser. Il y a une vieille garde conservatrice, celle que nous connaissions autrefois. Ils étaient nationalistes, souvent corrompus, pas particulièrement sympathiques, mais ils étaient pragmatiques d'une certaine manière. Malheureusement, au sein du parti aujourd'hui, il existe un groupe très radical, très nationaliste, très revanchard, qui semble gagner en puissance. Et je ne peux m'empêcher de penser que ce qui se passe, c'est que le Japon s'oriente de plus en plus vers des politiques revanchardes, toujours plus extrêmes. Oui, beaucoup de gens en Chine le constatent aussi. Il semble que tous les candidats au poste de prochain Premier ministre appartiennent à ce groupe. La Chine suit cela de près. Mais souvenez-vous d'une chose. Ce que la Chine dit, c'est que le Japon doit être extrêmement prudent, cette fois-ci, s'il compte adopter une attitude agressive envers la Chine. La Chine d'aujourd'hui est très différente. Et si le Japon ose faire quoi que ce soit, y compris s'ingérer dans les efforts de la Chine pour s'unifier avec Taïwan, la Chine n'hésitera pas. Le Japon est le seul pays contre lequel la Chine n'aura aucun scrupule à se venger. La Chine peut aussi se venger. Donc le Japon doit en être bien conscient. Oui, et il y a eu un changement énorme dans l'équilibre des pouvoirs. Je me souviens avoir lu, je crois que c'était il y a environ 2 ans, un éditorial dans le Global Times, dans lequel il faisait remarquer que par rapport à la taille de l'économie chinoise aujourd'hui, le Japon occupe à peu près la même position que Taïwan en 2000. Voilà l'ampleur du changement. Je soupçonne d'ailleurs que c'est ce qui alimente une grande partie de ce nationalisme au Japon, qu'ils ont été habitués depuis le 19e siècle à être le pays asiatique le plus riche et le plus puissant, ou du moins, dans leur propre conception, le pays asiatique le plus puissant. Il est désormais très difficile de maintenir cette croyance, et je pense que c'est probablement ce qui cause beaucoup de ces phénomènes. Mais tu as tout à fait raison. Ils doivent être extrêmement prudents. J'en doute, et je ne pense pas qu'ils comprennent les risques qu'ils prennent. Malheureusement, les Américains leur soufflent constamment à l'oreille en leur disant « La Chine est votre menace, votre ennemi. La Chine est votre adversaire. Les Chinois vous détestent. Les Chinois veulent vous conquérir. Pourquoi ne pas vous allier avec nous, soutenir Taïwan, et ensemble, nous pourrons vaincre la Chine. Et puis, qui sait, peut-être que la Chine se désintégrera. Je sais qu'il y a des gens en Amérique, et certainement en Grande-Bretagne, qui fantasment encore là-dessus. Et alors, qui sait, vous pourriez à nouveau récupérer vos petits morceaux, comme vous l'aviez fait avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a ces murmures, et j'ai bien peur que s'ils sont écoutés, ils entraînent le Japon dans une direction désastreuse.
La folie n'a pas de limite. Et récemment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le chef autrichien de Naino, où il a rassemblé quelqu'un de très virulent, a carrément dessiné une carte sur son X Twitter, divisant l'Inde. Il pense qu'il faudrait diviser l'Inde. Mais à quoi pensent ces gens? Franchement, c'est incroyable à quel point ils sont créatifs quand il s'agit de diviser des pays. Ils ont des cartes pour diviser la Russie. Ils veulent toujours diviser la Chine. Que font ces gens? Ils ne cessent d'inventer des absurdités, non? Oui, oui. Je veux dire, ils le sont. Mais je veux dire, ils sont très très dangereux parce que malheureusement, ils ont encore de l'influence. Ils n'ont pas disparu. Je veux dire, ils croient que tout comme au 19e siècle et pendant la majeure partie du 20e siècle, l'Occident devrait encore pouvoir jouer à Dieu, diviser les pays, choisir leur gouvernement, décider de leurs systèmes économiques et sociaux, et devrait toujours être là et rester au sommet. Maintenant, la dernière chose, c'est que, avec autant de problèmes, vous savez, on voit que la Grande-Bretagne a des difficultés financières, la France aussi, et les États-Unis. Il y a aussi de très mauvaises nouvelles qui viennent du marché du travail. Par exemple, ils ont dû réviser à la baisse les chiffres de l'emploi de l'année dernière de près d'1 million d'emplois. On peut réviser autant à la baisse, mais quoi qu'il en soit, le marché du travail n'est pas en bonne santé. Mais un problème ou un risque, c'est que lorsque les pays sont confrontés à des problèmes internes, ils trouvent parfois un ennemi ou une sorte d'excuse pour déclencher une guerre afin de détourner l'attention. Pensez-vous que c'est un risque? Oui, c'est vrai. C'est malheureusement une habitude que nous avons en Occident. Je lisais Bloomberg à ce sujet, et leur économiste en chef a maintenant conclu que les États-Unis ont traversé une récession l'année dernière. Ce qui d'ailleurs m'intéresse, parce que je me souviens qu'au début de 2024, je disais que je m'attendais à une récession aux États-Unis, et j'ai été très surpris qu'elle n'ait pas eu lieu. Il semble qu'en fait, elle a bien eu lieu. Donc, il y a eu une récession. Puis il y a apparemment eu une brève stabilisation à la fin de 2024, lorsque la Fed a commencé à baisser les taux d'intérêt. Mais Bloomberg pense que l'économie est de nouveau retombée en récession. Elle est retombée en récession. Et si l'on regarde la situation dans le secteur manufacturier, cela le confirme. L'industrie manufacturière aux États-Unis est en déclin continu depuis, je crois, 11 mois, à l'exception d'un léger sursaut autour de février de cette année. Donc, absolument, vous avez tout à fait raison. En Occident, il est bien connu que lorsque l'on rencontre des difficultés sur le plan intérieur, on cherche des problèmes à l'extérieur. Cela permet de détourner l'attention de tout le monde. Si vous menez une guerre courte et victorieuse, vous devenez un héros. Tout le monde se tourne vers vous. Vous êtes réélu, triomphalement réélu. Et bien sûr, aujourd'hui en Occident, nous poussons probablement cela encore plus loin, parce que nous avons le sentiment de vivre ce que nous nous représentons à tort comme un moment existentiel, que nous ne sommes plus, vous savez, que l'Occident n'est plus la force politique, économique et culturelle dominante dans le monde. Et cela serait en quelque sorte une catastrophe. Personne n'explique jamais pourquoi cela devrait être une catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, c'en est une. Il est donc d'autant plus important, puisque nous sommes visiblement en déclin et en récession, de trouver un moyen d'y remédier, de nous montrer et de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes encore forts, de nous redonner la confiance en nous qui en découle, et de remettre tout le monde à sa place. Vous avez tout à fait raison. La récession est une chose extrêmement dangereuse. En Occident, elle peut engendrer des horreurs, et je l'ai vu se produire. D'une certaine manière, la Seconde Guerre mondiale, et les gens ne s'en rendent pas compte, mais il existe une opinion partagée par de nombreux historiens.
L'une des raisons pour lesquelles la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, c'est qu'Hitler s'est rendu compte que l'économie allemande surchauffait gravement et était sur le point de tomber dans une grave crise de récession. Il a donc dû déclencher la Seconde Guerre mondiale pour empêcher cela. Donc vous voyez, il y a l'histoire, et je crains que ça ne soit très probablement vrai. Et en attendant, le traité START expire l'année prochaine. Alors, oui, mais ne t'inquiète pas, les prix en Chine ont un peu baissé, donc ça prouve qu'ils sont en déflation. Et tu sais, leur économie est au bord de l'effondrement. Après tout, nous avons ce grand expert, Gordon Chang, qui nous assure que c'est le cas. Donc tu sais, si on déclenche la Troisième Guerre mondiale, évidemment les Chinois ne pourront pas nous résister parce que leur armée n'a pas l'expérience de la nôtre. D'accord. Bon, parlons-en la semaine prochaine. Il y a toujours beaucoup de choses. Cette semaine, je pensais que, vous savez, jusqu'à il y a quelques jours, je me disais que les choses allaient peut-être se calmer un peu. Eh bien, ces derniers jours... Puis juste dire quelque chose. Je veux dire, l'événement le plus important de 2025, c'était ce qui s'est passé la semaine dernière en Chine. En fait, je dirais que c'est l'événement unique le plus important, ainsi que la série de réunions la plus significative qui a eu lieu au moins ces 5 dernières années, voire ces 10 dernières années. J'ai entendu dire qu'en Amérique, cela les a vraiment inquiétés. Je veux dire, c'était le moment où ils ont enfin compris que, vous savez, tout ce mouvement autour des BRICS, de l'OCS, de l'ascension technologique de la Chine, le fait que la Chine ne se contente pas simplement d'imiter, comment disait déjà cette bêtise que répètent les Américains? Les Américains innovent, les Chinois imitent et les Européens régulent. Eh bien, personne ne croit à la partie centrale de cela, que les Chinois se contentent simplement d'imiter. C'est à ce moment-là que l'Occident, aux États-Unis, a enfin compris que les choses changent, que le monde change réellement. Et je pense que nous l'avons vu. Nous avons vu le contraste entre ces deux mondes, celui qui offre de l'espoir et celui qui offre, eh bien, toute la folie et la déraison dont nous avons parlé dans cette émission. La Chambre des représentants, la Commission des armements, certains membres organisent un voyage en Chine à la fin de ce mois. Donc j'imagine que c'est un bon signe. Ils ne l'avaient pas fait depuis 6 ans. C'est probablement en partie pour cette raison qu'ils se disent que, peut-être, au lieu de simplement crier sur la Chine, il vaudrait mieux commencer à discuter, au moins entamer un dialogue après le défilé. Absolument. Et pour répéter encore une fois, le point que vous avez souvent soulevé dans de nombreuses émissions et dont nous avons également discuté ici, la Chine ne veut pas être l'ennemi de l'Amérique. C'est une totale méconnaissance de la Chine. Ceux qui pensent cela ne comprennent ni l'histoire chinoise, ni l'intérêt national chinois, qui n'est absolument pas ce qu'ils imaginent. Oui, la Chine ne cherche pas non plus à remplacer les États-Unis à tous les niveaux. Je ne pense pas que qui que ce soit veuille être l'ennemi des États-Unis, mais les États-Unis sont très doués pour se trouver des ennemis, n'est-ce pas? Absolument, absolument, absolument. Et si l'Amérique devait perdre sa position d'hégémon mondial, ce serait un moment de libération pour elle, si seulement elle pouvait le comprendre. Je pense que ce serait aussi libérateur pour le peuple américain. Ne pourrions-nous pas mettre fin à ces guerres sans fin et réinvestir de l'argent, des efforts et de l'attention ici, aux États-Unis, qui ont tant besoin de travail? Absolument. C'est ce que je veux dire. Ce serait un moment libérateur pour eux et pour tout le monde, évidemment, mais aussi pour eux. Je crois que c'était Marx, même si je ne cite pas souvent Marx, qui a dit un jour qu'un peuple qui en opprime un autre
ne peut jamais être libre lui-même. Can never itself be free. Oui, c'est vrai. Tu regardes ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est fou. C'est juste... D'accord. Enfin bref, je vais prendre un... D'accord. Okay. Merci beaucoup. Billnice. D'accord.